Chers élèves, bonjour. Alors, toujours dans le cadre de la discipline sciences de l'ingénieur, aujourd'hui on fera la deuxième partie de la fonction alimentée. On va traiter tout d'abord les exercices de l'autre fois, on va les corriger. Par la suite, on va parler de l'énergie hydraulique et finir par traiter ce qu'on appelle l'énergie pneumatique. Alors, l'autre fois, le premier exercice, c'était à la base d'un moteur monophasé qui absorbe une puissance PA qui est égale à 1,1 kW sous une tension de 240 volts et un courant de 5,25 ampères. La puissance mécanique utile est égale à 1 kW. L'objectif, c'est de calculer son facteur de puissance. Le facteur de puissance qui est relative à la puissance absorbée par le moteur. La puissance absorbée PA qui est égale au courant absorbé multiplié fois la tension absorbée multiplié fois le facteur de puissance cosinus phi, sachant que phi, c'est le déphasage entre le courant et la tension. Alors, on peut déduire le facteur de puissance, cosinus phi, qui est égal à la puissance absorbée divisé par le courant multiplié fois la tension. Application numérique. Alors, le facteur de puissance est égal, puissance absorbée c'est 1,1 fois 10 puissance 3, divisé par la tension qui est égale à 240, multiplié fois 5,25 relative au ampère. Après calcul, on peut déduire que le facteur de puissance est égal à 0,873. C'est la première question. La deuxième question, c'est le calcul du rendement en pourcentage. Alors, comme vous savez, le rendement est égal à la puissance mécanique utile divisé par la puissance absorbée par le moteur. La puissance mécanique utile qui est égale à 1 kW divisé par la puissance absorbée qui est égale à 1,1. Après application numérique, vous pouvez déduire que le facteur ou le rendement est égal à 0,91 qui est égal à 91%. Donc, c'est une étude d'un moteur monophasé alimenté par une tension alternative. Pour le deuxième exercice, le deuxième exercice consiste au fait qu'on souhaite faire fonctionner un moteur électrique de modèle réduit sous une tension continue. Il a une puissance de 12 watts pendant 90 minutes. Alors, quelle devra être la capacité de la batterie qui va alimenter le moteur? La capacité de la batterie, elle est relative à quoi? La capacité Q qui est en ampères-heure, ça veut dire quoi ampères-heure? Ça veut dire le courant multiplié fois le temps de fonctionnement. La question relative à 90 minutes, donc la capacité avec une tension de 7,2 et une puissance de 12, le courant donc est égal à la puissance divisée par la tension multipliée fois le temps. Donc on peut déduire que la capacité, après application numérique, est égale à la puissance qui est égale à 12 watts, divisé par la tension de 7,2 multiplié fois la durée de fonctionnement qui est égale à 90 minutes. On convertit pour avoir la durée en ampères, la capacité en ampères-heure. Donc la capacité est égale à 12 sur 7,2 fois 90 minutes, ça veut dire 1 heure et demie. Après application numérique, vous pouvez déduire que la capacité de la batterie nécessaire pour faire fonctionner le moteur pendant 90 minutes est égale
à 2,5 ampères heure. C'est le deuxième exercice qui consiste à étudier la capacité d'une batterie. Le troisième exercice, qui est à la base d'une chaîne d'alimentation. Alors, vous avez une alimentation à partir du réseau ONE à travers un chargeur qui a un rendement qui est égal à 40%, qui permet d'alimenter une batterie afin de recharger la batterie en cas de décharge. Et la batterie, elle permet d'alimenter un moteur en courant continu afin d'avoir une puissance mécanique utile à la sortie qui est égale à 10 watts. Vous avez un ensemble de données, comme cité précédemment. Batterie qui délivre une tension de 12 volts avec une capacité de 18 ampères heure. Un moteur qui a une puissance utile de 10 watts. Il a une tension d'alimentation nominale de 12 volts et un rendement de 50%. Pour le chargeur, la tension est égale à 12 volts, le rendement qui est égal à 40%, et le réseau d'alimentation, elle permet de délivrer une tension de 230 volts. Première question, calculer la puissance absorbée par le moteur à courant continu. Alors la chaîne d'alimentation, vous devez noter l'ensemble des données au niveau de la chaîne. Ça va vous permettre d'avoir une idée générale sur les différents paramètres et avoir aussi un champ de vision sur les chemins de solution. Donc, lorsqu'on parle de puissance absorbée, absorbée par quoi? Elle est absorbée par le moteur. Les données que vous avez, c'est le rendement et la puissance utile. Donc, automatiquement, vous pouvez déduire la puissance absorbée, qui est relative à quoi? Qui est relative au rendement. Le rendement qui est égal à la puissance utile divisé par la puissance absorbée. Donc, on peut déduire la puissance absorbée qui est égale à la puissance utile divisé par le rendement. Application numérique. Alors, la puissance absorbée est égale à 10 watts, puissance utile, divisé par le rendement qui est égal à 0,5. Et vous pouvez déduire par application numérique que le rendement est égal, que la puissance absorbée est égale à 20 watts. C'est tout pour la première question. La deuxième question, c'est de déduire l'objectif de la deuxième question, c'est de déduire le courant consommé par le moteur. On vient de calculer la puissance absorbée. Nous avons déjà comme donnée la tension, donc on peut déduire facilement le courant absorbé par le moteur. Vous avez la relation puissance absorbée qui est égale tension fois le courant multiplié fois le courant absorbé. Donc, automatiquement, vous pouvez déduire le courant facilement absorbé qui est égal à la puissance absorbée par le moteur divisé par la tension. Donc, application numérique, la puissance absorbée qu'on vient de calculer la question précédente qui est égale à 20 watts divisé par la tension qui est égale à 12 et on peut déduire le résultat, le courant absorbé qui est égal à 1,67 ampères. La troisième question, calculer le temps de fonctionnement de la batterie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'autonomie de la batterie d'alimentation du moteur. Alors, la capacité d'une batterie, c'est elle qui nous permet d'introduire le temps de fonctionnement. La capacité de la batterie qui est égale au courant délivré multiplié fois le temps de fonctionnement. Le courant délivré, on vient de calculer qui est égal à 1,67 ampères. La capacité, c'est de 18 ampères heure. Alors, le temps de fonctionnement
est égal à la capacité de la batterie divisé par le courant qui est égal à quoi? Après application numérique, la capacité, on a dit qu'elle est égale à 18 ampères heure divisé par le courant qui est égal à 1,67 courant d'alimentation du moteur. Et on applique l'application numérique et on obtient la valeur du temps de fonctionnement est de 10,78 heures, le temps de fonctionnement après une charge complète de la batterie. La question 4 est relative au chargeur. Alors, on recharge la batterie qui est supposée décharger. Donc l'objectif, on va recharger la batterie qui est supposée décharger après le temps de fonctionnement par un courant de 1 ampère. Ça veut dire aussi, ici le courant indiqué, c'est le courant IC. C'est le courant d'alimentation de la batterie qui est égal à 1 ampère. La question, calculer le temps nécessaire pour recharger la batterie. La batterie, bien sûr, elle a une capacité Q qui est égale à I multiplié fois le temps de recharge. L'objectif, c'est de calculer le temps de recharge. Le temps de recharge qui est égal à la capacité de la batterie divisé par le courant d'alimentation qui est égal à IC, qui est égal à 1 ampère. Donc, on peut déduire le temps de fonctionnement après application numérique, c'est 18 ampères heure relative à la capacité de la batterie divisé par le courant d'alimentation qui est égal à 1. Donc, le temps de recharge est égal à 18 heures. La question 5. Calculer la puissance instantanée fournie par le moteur. Alors, pour calculer la puissance fournie par le chargeur, vous avez plusieurs moyens. Soit le calcul à travers le rendement, sauf que la puissance absorbée, elle est inconnue. Sinon, vous avez ici une donnée, c'est aussi, on vient de calculer pour le courant IC, c'est le courant qui est égal à 1 ampère, c'est l'alimentation pour la recharge de la batterie. Donc, on peut déduire facilement la puissance fournie par le chargeur, qui est égale tension multipliée fois le courant fourni, qui est égal à quoi? Qui est égal à 12 multiplié fois 1 ampère. Donc, on peut déduire le résultat qui est égal à 12 watts. C'est la puissance fournie par le chargeur. Question suivante, question 6. Alors, pour la question 6, calculer la puissance totale en watts-heure. Alors, la puissance instantanée en watts et la puissance totale, c'est en watts multiplié fois le temps fourni par le chargeur. Alors, cette notion, elle est relative à quoi? Elle est relative au temps de recharge multiplié fois la puissance fournie. Alors, la puissance fournie par le chargeur, la puissance totale, est égale à quoi? Est égale à la puissance fournie PC multiplié fois le temps de recharge. Ça veut dire PC qu'on vient de calculer qui est égal à 12 watts multiplié fois le temps de recharge qui est égal à 18. Et on peut déduire après application numérique que la puissance totale est égale à 216 watts ampères. C'est la puissance totale fournie pendant la période de recharge. Question 7. Calculer la puissance instantanée PE absorbée par le chargeur. La puissance absorbée par le chargeur. Donc, pour le chargeur, vous avez certaines données. Vous avez la puissance fournie et le rendement. Donc, on peut facilement, en fonction du rendement qui est égal, rendement 2 qui est égal à PC sur PE, on peut déduire que la puissance absorbée est égale à la puissance fournie divisée par le rendement. Application numérique. Alors, la puissance absorbée est égale à 12 watts divisé par le rendement qui est égal à 0,4. Après application numérique, on peut déduire la valeur de la puissance absorbée qui est égale à 30 watts. La question 8.
c'est de calculer le courant absorbé par le chargeur. Ça veut dire le courant IE. Vous pouvez observer, si en notant les différents résultats au niveau de la chaîne d'alimentation, ça nous permet d'avoir une vision sur les chemins ou les solutions à acquérir ou à trouver pour trouver la solution de la question. Par exemple, calculer le courant IE absorbé par le chargeur, il absorbe un courant IE. Vous avez comme donné la puissance et la tension, donc vous pouvez déduire facilement la puissance absorbée qui est égale au courant multiplié fois la tension. Donc, le courant absorbé est égal à la puissance absorbée divisée par la tension absorbée. Application numérique. Le courant absorbé est égal à la puissance absorbée qui est égale à 30 watts divisé par la tension qui est égale à 230 volts. Et on peut déduire après calcul que le courant absorbé par le chargeur est égal à 130 milliampères. La question 9. Calculer la puissance totale absorbée par le chargeur. C'est la puissance totale absorbée par le chargeur. La puissance totale absorbée en wattheure, qui est relative à quoi? Est relative à la puissance en watts multipliée fois le temps de recharge en heure. Donc, la puissance totale absorbée est égale à la puissance absorbée multipliée fois le temps de recharge qu'on a déjà calculé, qui est égal à 18 heures. Après application numérique, 30 fois 12, 18 heures, on peut déduire le résultat qui est égal à 540 watts ampères. Pour la question 10, calculer le rendement global du système. Pour la question précédente, on peut le calculer aussi la puissance totale. La puissance totale absorbée, on peut la calculer en fonction de la puissance totale fournie et du rendement aussi. C'est l'application numérique que vous avez ici. Sinon, vous pouvez le calculer aussi en fonction du temps de recharge. Alors, la question 10, c'est calculer le rendement global du système. Alors, le rendement global du système est égal à quoi? Est égal à la puissance totale fournie, c'est PU utile fournie par le moteur, puissance mécanique, divisé par la puissance totale absorbée, qui est égale à PE absorbée, totale. C'est la puissance totale absorbée par le chargeur. Reste à calculer la puissance totale fournie, qui est égale à quoi? Qui est égale à la puissance fournie multipliée fois le temps de fonctionnement, fois T, divisé par PE total qu'on vient de calculer. Et après application numérique, on peut déduire le rendement du système, de la chaîne d'alimentation, le rendement global, qui est égal à 20%. Donc, c'était des applications de quelques caractéristiques de grandeur électrique afin d'établir un certain nombre de connaissances. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. C'est ce qu'on appelle l'alimentation en énergie hydraulique. Alors, alimenter en énergie hydraulique, c'est donc fournir à un système l'énergie cinétique dont elle a besoin pour obtenir des performances, que ce soit cinématique ou mécanique. Au niveau, par exemple, de positionnement à une vitesse modérée, très précis, par exemple, dans le cas des vérins fonctionnant avec de l'huile incompressible, ou fournir des efforts importants, donc qui nécessitent une pression qui est importante. Donc, les pompes hydrauliques schématisées ici, elles répondent à ces exigences. La pompe, elle est toujours reliée à un moteur alimenté, que ce soit avec du carburant, un moteur thermique ou un moteur électrique, alimenté en énergie électrique, qui permet d'entraîner la pompe en rotation. Et l'entraînement de la pompe en rotation, elle permet de produire de l'énergie hydraulique.
Il y a plusieurs types de pompes. L'objectif de la pompe, c'est de faire circuler un fluide incompressible au débit souhaité. Vous avez un fluide au repos et par la suite, à l'aide d'une pompe hydraulique, on peut avoir un fluide en mouvement. Ça veut dire avec une pression et un débit. La pompe utilise l'énergie mécanique de rotation, comme j'ai cité précédemment, du moteur électrique pour générer l'énergie hydraulique. Ça veut dire circulation d'un fluide incompressible en boucle fermée. On va voir la notion boucle fermée, c'est quoi l'intérêt par la suite. Alors, le mouvement de rotation du système mécanique entraîne l'aspiration. L'aspiration s'effectue par dépression d'un volume de l'huile à l'orifice d'admission de la pompe, puis le contraint à se déplacer vers l'orifice de sortie, ça veut dire l'orifice de refoulement du fluide. Par exemple, ici, vous avez une pompe à engrenage. L'entraînement des engrenages s'effectue en utilisant des moteurs électriques. La rotation de la pompe, elle permet de créer une dépression afin d'aspirer le fluide en repos. Et par la suite, le fluide est transporté vers l'orifice de refoulement à travers l'espace contenu entre les dents jusqu'au orifice de refoulement et on peut par la suite refouler le fluide avec un débit et une pression. Il y a aussi les pompes à palette, il y a les pompes à vis, etc. C'est un certain nombre de pompes. L'essentiel, c'est le fonctionnement. Ici, vous avez le symbole qu'on utilise dans un schéma hydraulique pour une pompe. Pour les systèmes hydrauliques, leurs caractéristiques, c'est qu'ils peuvent atteindre quelques dizaines de mégapascales. En raison de cette grande pression, les systèmes hydrauliques sont utilisés dans les applications demandant une force ou une grande puissance mécanique. Par exemple, au niveau des camions à benne. Lorsqu'on souhaite soulever la benne, vous pouvez observer que la benne elle est accompagnée de deux vérins hydrauliques. Ces deux vérins hydrauliques alimentés en énergie hydraulique, elles permettent de fournir une force importante afin de soulever la charge dans la benne. Pour les systèmes hydrauliques, comme j'ai dit, elles utilisent un fluide non compressible, ça veut dire par exemple généralement de l'huile, ça veut dire le volume ne change pas sous l'effet de la pression. Les systèmes hydrauliques fonctionnent en boucle fermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'huile par exemple contenue dans le réservoir, après utilisation, elle doit revenir en boucle fermée vers le réservoir. Après filtration bien sûr, l'huile basse pression doit retourner au réservoir. L'utilisation des systèmes hydrauliques dans les applications ou l'hygiène ou la sécurité pourrait être menacée par exemple dans le domaine agroalimentaire par exemple, où le risque de fuite elle peut poser des problèmes. Dans ce cas, l'utilisation du système hydraulique elle est limitée. Ça veut dire qu'on peut utiliser d'autres systèmes, par exemple les systèmes pneumatiques. Ici, vous avez un exemple d'un bloc hydraulique en boucle fermée. Vous avez le fluide au niveau du réservoir. Après filtration par le filtre 4, afin de protéger la pompe qui est entraînée par un moteur, elle permet de faire circuler un fluide dans l'installation. Ici, vous avez un manomètre qui permet de mesurer la pression au niveau de l'installation, d'écoulement du fluide. Ici, on parle d'un clapet anti-retour qui est repère 1. Clapet anti-retour qui rassemble à une diode énergie électrique qui permet la circulation dans un sens au fluide, mais elle évite dans l'autre sens, elle bloque la circulation dans l'autre sens. Ici, vous avez un limiteur de pression afin de limiter la pression du fluide à une certaine valeur. Pourquoi? Pour protéger les installations. Et par la suite, vous avez le retour, après utilisation du fluide, c'est le retour vers le réservoir. Et ici, vous avez un autre clapet anti-retour, c'est ce qu'on appelle le clapet de dérivation. C'est quoi la fonction de ce clapet? Ici, vous avez un filtre 6, filtre de retour, qui permet de filtrer l'huile avant le retour vers le réservoir. Mais des fois, par exemple, lorsque le filtre sera bouché, ça veut dire par les impuretés dues à la filtration. Dans ce cas, le fluide sera bloqué au niveau des filtres. Dans ce cas, automatiquement, le fluide va appliquer une pression sur le clapet anti-retour équipé d'un ressort qui va permettre d'avoir un autre chemin de dérivation dans le cas où on a un malfonctionnement du filtre. C'est généralement le fonctionnement ou les différentes composantes d'un bloc hydraulique. Il y a une correspondance entre les différentes composantes, que ce soit en hydraulique ou en électrique. Par exemple, un manomètre, c'est équivalent à un voltmètre en électrique. Un débitmètre, pour mesurer le débit, il rassemble au équivalent à un ampèremètre en électrique. Le limiteur de pression
elle est équivalente à un régulateur en énergie électrique. Les distributeurs qu'on va voir le chapitre prochain, elle permet de, par exemple ici, un distributeur 2 sur 2 qui permet soit la fermeture du circuit ou l'ouverture ou le laisser passer le fluide. C'est comme si elle fonctionne comme étant un interrupteur au niveau de l'énergie électrique. Ici aussi, vous avez un clapet anti-retour consisté qui est équivalent à une diode. Les grandeurs hydrauliques. Les grandeurs qui caractérisent l'énergie hydraulique, c'est la pression et le débit. La pression, c'est la force appliquée en newton divisée par la section d'application de la pression en mètres carrés. Le pascal, il est mesuré généralement les grandeurs en mégapascal ou en bar qui est égal à 10 puissance 5 pascal qui est égal à 0,1 mégapascal. Le deuxième paramètre, ou la deuxième grandeur, c'est le débit volumique. Le débit volumique, elle est en mètres cubes par seconde, ça veut dire c'est le volume par rapport au temps, qui est égal aussi à la section, ça veut dire la surface d'application de la pression, multipliée fois la vitesse de circulation du fluide à travers cette section. Les deux paramètres permettent de définir ce qu'on appelle la puissance hydraulique, qui est égale à la pression en pascal, multipliée fois le débit volumique en mètres cubes par seconde, et qui permet de définir la puissance hydraulique en watts. Si en ce qui concerne les systèmes hydrauliques, pour l'alimentation en énergie pneumatique, ça veut dire l'air sous pression. L'énergie pneumatique est couramment utilisée dans la partie opérative d'un système automatisé pour agir sur la matière d'œuvre. Généralement, un exemple d'actionneur qui fonctionne par l'énergie pneumatique, c'est les vérins pneumatiques. La source de cette énergie est l'air comprimé. La production de l'air comprimé, elle s'effectue au niveau de ce qu'on appelle un compresseur. Donc, après compression, on stocke l'air comprimé et par la suite, on peut le distribuer. Et il est distribué en boucle ouverte, contrairement au système hydraulique. Une installation pneumatique est composée d'un générateur d'air comprimé, comme j'ai cité, qui a un compresseur qui permet de comprimer l'air, bien sûr par l'intermédiaire de l'entraînement d'un système bielle-manivelle qui permet d'entraîner un piston en translation alternative afin de produire de l'air comprimé qu'on stocke par la suite dans un accumulateur. Et un réseau de canalisation pour la distribution de l'énergie et des appareils de réglage, par exemple, conditionnement de l'air, par exemple des filtres, etc. Et vous avez ici un exemple qui illustre ce mécanisme, ou les systèmes pneumatiques d'une manière générale. Donc, la production repère 6, ici vous avez un moteur, repère 6, qui permet d'entraîner un compresseur, repère 7. Après production, on va stocker l'air comprimé dans un accumulateur, repère 1. Vous avez ici une vanne d'isolation qui permet d'isoler l'accumulateur par rapport au reste de l'installation, une filtration de l'air et un ensemble de canalisation qui permet de distribuer l'air jusqu'à la purge 11 que vous observez ici. On peut l'utiliser par la suite. Donc, côté système pneumatique, si on le compare avec les systèmes hydrauliques, pour les systèmes pneumatiques, la pression de fonctionnement elle est beaucoup plus faible que dans les systèmes hydrauliques. La force générée par les systèmes pneumatiques est donc beaucoup plus faible que celle générée par les systèmes hydrauliques. Et l'application, par exemple, c'est dans l'ouverture et la fermeture des portes au niveau des bus, par exemple, on utilise des vérins à la base de l'énergie pneumatique parce qu'ils ne nécessitent pas une grande force d'entraînement, contrairement au système hydraulique qu'on utilise dans le cas où la force elle est importante. Les systèmes pneumatiques sont ouverts, ça veut dire qu'ils ne fonctionnent pas en boucle fermée, ça veut dire que le compresseur il aspire l'air et comprime l'air ambiant, alors que les retours d'air usés sont rejetés dans l'atmosphère. Donc il n'y a pas intérêt à faire retourner l'air comprimé vers le réservoir. Alors en raison de la compressibilité de l'air aussi, il y a un problème de précision. Vu que l'air est compressible, si on applique un effort, automatiquement le volume est diminue. Donc si on a besoin d'une précision au niveau des installations, l'utilisation du système pneumatique elle est limitée. Pour les grandeurs physiques, vous avez la force de pression. Par exemple, si on considère la surface d'un piston au niveau d'un vérin,
Alors, la surface du piston pour l'entrée et la sortie de la tige, on applique un effort au niveau de la surface. L'effort F qui est égal à quoi? Qui est égal à la pression sur la surface multiplié fois la surface qui est égale à la force de pression F en newton, pression en pascal multiplié fois la section en mètres carrés qui permet d'engendrer un effort au niveau de la tige du piston. Donc c'est la grandeur physique traitée au niveau de l'énergie pneumatique. Pour conclure, nous avons déjà traité l'énergie électrique et les différentes grandeurs électriques avec quelques applications. L'énergie hydraulique et pneumatique, que ce soit au niveau des schémas ou des blocs. Donc pour conclure, on va essayer, c'est la fin de la fonction alimentée, et on va essayer la séance prochaine d'entamer ce qu'on appelle la fonction distribuée, les distributeurs électriques ou pneumatiques hydrauliques. Donc, d'ici la séance prochaine, chers étudiants, merci beaucoup.